À l'aube de l'indépendance du Cameroun, des milliers de Camerounais ont été massacrés en pays Bamileke mais aussi dans d'autres régions, sous la direction de l'armée française. Il s'agit de l'une des pages les plus sombres et très souvent occultées de l'histoire coloniale de la France et de la France-Afrique où les services secrets français ont joué leur partition avec une redoutable efficacité. Le territoire camerounais offre un paysage tout aussi impressionnant, allant des plages tropicales de la côte atlantique aux montagnes majestueuses de l'ouest, notamment le mont Cameroun. Les vastes plaines, les forêts luxuriantes, les savanes et les parcs nationaux abritent une faune et une flore diversifiées, offrant ainsi de nombreuses opportunités d'observation de la vie sauvage. Ce très beau pays a été conquis par l'Allemagne à la fin du XIXe siècle. Cependant, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il passe sous contrôle de la Société des Nations et fut administré par la Grande-Bretagne et la France. Le Cameroun devient alors un pays associé à l'Union française et envoie des députés à Paris. Dès 1945, on observe les premiers soubresauts anticolonialistes. Derrière se trouve un syndicat, créé un an plus tôt à l'initiative d'un Français membre de la CGT. Ce syndicat sort de l'ombre l'année suivante et organise des manifestations qui entraînent une violente réaction des colons hostiles à tout changement. Ces colons ne vont pas hésiter à tirer sur les manifestants camerounais, tuant ainsi plusieurs dizaines de morts. Cette tuerie exacerbe les tensions raciales dans un pays d'où, bientôt, un homme va surgir. Il se nomme Ruben Umniobé, un personnage qui deviendra très vite populaire. Pétri de contradictions, cet indépendantiste farouche est aussi un pacifiste qui refusera toujours d'être armé. Il a été un partisan résolu du soutien aux combattants de la France libre dans leur lutte contre le nazisme. Il va considérer d'ailleurs sa propre lutte pour l'indépendance comme une suite logique de son combat pour la liberté. Après avoir suivi les cours de l'école normale, il exerce divers emplois de fonctionnaire, anime des mouvements sportifs, des chorales et pratiquait beaucoup la lecture. À l'école, le jeune Niobé était qualifié d'élève studieux et raisonneur. Il était prompt à contester ses professeurs quand il le fallait. Il sera le meneur d'un mouvement de protestation contre la mauvaise nourriture servie aux étudiants. Niobé était un dirigeant naturel et un personnage charismatique qui est devenu le premier secrétaire général du mouvement politique UPC, l'Union des populations du Cameroun. Le programme de ce parti se résumait en 3 étapes. Premièrement, l'UPC voulait la réunification du Cameroun qui était partagé entre la Grande-Bretagne et la France. Deuxièmement, Niobé et les siens exigeaient l'annulation de la résolution de l'ONU confiant la tutelle et l'administration du Cameroun à la France. Enfin, la suite logique de ce qui précède, l'UPC demandait l'indépendance immédiate du Cameroun. Ainsi, l'UPC de Ruben Umniobé rejoint naturellement le RDA, Rassemblement démocratique africain, fondé le 21 octobre 1946 par l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Cela ne surprend pas, puisqu'Houphouët était allié au Parti communiste français. Mais cette alliance ne va pas durer longtemps car au début des années 1950, le leader ivoirien va prôner une coopération étroite avec le colonisateur. Niobé et Houphouët s'éloignent ainsi l'un de l'autre. L'UPC était un parti mal vu par l'administration française à cause de l'indépendance immédiate que voulaient Umniobé et les siens. Et pour cela, elle va s'acharner à leur mettre des bâtons dans les roues. L'administration coloniale va donc surveiller étroitement l'organisation qui s'implante solidement dans le sud et le sud-ouest où vivent les Bassa et les Bamileke. Malgré les empêchements de l'administration coloniale, l'UPC a pu rassembler la plus grande partie de l'opinion camerounaise. Ruben Umniobé devenait un leader de plus en plus en vue, à tel point que beaucoup de Camerounais l'ont surnommé Mpodol. Ce qui veut dire le sauveur. L'UPC qui devenait de plus en plus forte ne cessait d'envoyer des pétitions à l'ONU afin de demander la fin de la tutelle française. Mais l'organisation internationale n'était disposée à donner satisfaction à Umniobé et ses compagnons. Mais malgré cela, la progression de l'UPC était bien réelle. Paris voulait coûte que coûte étouffer ce mouvement politique camerounais, et pour atteindre son but, il était confronté à 2 manières. La première, certainement la plus sage, consistait à entamer le dialogue avec les indépendantistes, afin de leur permettre d'entrer dans le jeu politique camerounais et disposer d'une représentation dans les assemblées. La deuxième méthode consiste à écraser le mouvement par la force. Et c'est malheureusement cette solution qui a été choisie par l'administration coloniale française.
La mise en œuvre de cette politique de violence a coïncidé avec l'arrivée à Yaoundé d'un nouveau haut-commissaire nommé Roland Pré. Il avait déjà exercé dans d'autres postes en Afrique. Pour ce nouveau haut-commissaire, la réclamation de la fin de la tutelle française sur le Cameroun convoitée par les indépendantistes de l'UPC était une sorte de déclaration de guerre. Il décide alors d'interdire les réunions publiques de l'UPC. Ce qui aggrave la situation car les indépendantistes n'ont pas du tout tenu compte de cette interdiction. En mai 1955, bravant cette interdiction de réunion, les leaders de l'UPC organisent un rassemblement à Douala, au cours duquel le médecin Félix Moumié fut le principal orateur. Le haut-commissaire français, Roland Pré, vexé, décide alors d'envoyer des gendarmes pour réprimer la révolte. C'est ainsi que commence un cycle de violence sans précédent. La répression fait plusieurs dizaines de morts, d'autres sont arrêtés dont beaucoup seront battus en prison. Certains gendarmes sont également molestés par la foule des sympathisants de l'UPC. Les arrestations de militants indépendantistes sont suivies d'émeutes dans plusieurs villes du pays, principalement en zone Bassa et Bamileke. Le haut-commissaire, Roland Pré, obtient de Paris une mesure d'interdiction de l'UPC et fait arrêter des centaines de militants. D'autres prennent le maquis, tandis que les principaux leaders, dont le docteur Moumié, trouvent refuge au Cameroun britannique. Ruben Oumniobé, qui n'a pas pris part à l'insurrection, reste dans un maquis, situé pas très loin de son village natal, en Pays Bassa. Étant le nationaliste le plus populaire du pays, il donne l'ordre aux militants de se calmer car il veut avant tout organiser une démonstration de force à l'occasion des élections des députés à l'Assemblée territoriale. En 1957, l'administrateur colonial, Roland Pré, est remplacé par Pierre Messmer. Messmer n'est pas arrivé tout seul, il est accompagné par Maurice Delaunay, à qui il va confier le commandement de la région sud-ouest, là où existent des maquis indépendantistes. Disposant d'une vingtaine de pelotons de gendarmerie et d'un bataillon d'infanterie de marine, ce dernier est bien décidé à persécuter les membres de l'UPC, avec le soutien total de Pierre Messmer. À la fin de l'année 1956, juste avant le scrutin, les indépendantistes créent le CNO, Comité national d'organisation, chargé de préparer la lutte populaire. Une armée est donc constituée avec un armement très sommaire, quelques fusils et pistolets dérobés, mais essentiellement des machettes, des gourdins, des arcs et des flèches. La lutte commence par des sabotages des ponts, des lignes téléphoniques et d'autres infrastructures. Au jour fixé pour les élections, des habitants répondant au mot d'ordre de l'UPC décident de boycotter les votes. Des soldats se lancent dans une violente répression, des militants indépendantistes sont abattus et des cases sont incendiées dans plusieurs villages. Face à cette violence, les indépendantistes regagnent leur maquis et une fois à l'abri de la forêt, ils sont très difficilement repérables. Après avoir voté le statut d'État autonome sous tutelle, l'Assemblée élue investit un vice-président, Amadou Ahidjo, et un premier ministre, André-Marie Mbida. Ce dernier était un nationaliste modéré et surtout très anti-UPC. Amadou Ahidjo a plus tard remplacé Mbida et est devenu président du Cameroun par la suite. Après la répression menée en Pays Bassa, Pierre Messmer tente une ouverture en direction de l'UPC et de Niobé par l'intermédiaire de l'évêque Mongo de Douala. Ce dernier se rend dans la forêt pour la rencontre du chef indépendantiste. Niobé explique à l'évêque qu'il veut être reconnu comme l'interlocuteur privilégié du haut-commissaire et réclame le poste de Premier ministre dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais, ces exigences ne sont pas acceptées par l'administrateur colonial Pierre Messmer. Entre-temps, le haut-commissaire s'est adjoint les services d'un spécialiste de la guerre antirévolutionnaire, Daniel Doustin, qui sera plus tard directeur de la DST, le contre-espionnage français. Cet homme est envoyé au Sud Cameroun pour en finir avec les maquis UPC, quitte à recourir à des méthodes brutales. Sachant que les dirigeants de l'UPC ont trouvé refuge au Cameroun britannique, ce spécialiste de la guerre décide d'organiser une opération commando pour les déloger et si possible se débarrasser définitivement d'eux. En juin 1957, un commando franchit la frontière et détruit le siège de l'UPC. Mais le principal chef indépendantiste Félix Moumié est absent et échappe ainsi à la mort. Toutefois, cette action ne met pas fin aux activités du parti indépendantiste. En décembre 1957, l'administration coloniale française lance une opération militaire, appelée pudiquement « Zone de pacification du Cameroun ». Elle doit se dérouler en 2 étapes,
La première consiste à obliger les populations à se regrouper dans des villages situés le long des grandes voies de communication afin de mieux les surveiller et les éloigner des maquis. Ensuite, après avoir procédé au regroupement des populations, il fallait détruire les maquis de l'UPC par la force, avec l'élimination physique de Ruben Oumniobé comme priorité. Entre-temps, en France, avec le retour du général de Gaulle aux affaires, le dossier camerounais est confié à Jacques Foccart. Cet homme s'intéresse depuis longtemps au continent africain et y a tissé de véritables réseaux. Il connaît en particulier tout le personnel politique africain et entretient des liens personnels avec la plupart des dirigeants ou futurs dirigeants. Il a en tout cas de bons rapports avec le nouvel homme fort du Cameroun, le Premier ministre Ahidjo qui a remplacé Mbida à l'initiative du haut-commissaire Pierre Messmer. Amadou Ahidjo ne s'opposera évidemment pas à l'opération militaire menée par la France et les soldats du Cameroun. Oumniobé, qui refuse toujours d'être armé, n'ignore pas qu'il est menacé. En outre, il est malade du paludisme. Or la pression militaire est telle qu'il ne reçoit plus de médicaments. Au fil du temps, ses déplacements deviennent de plus en plus pénibles car il a également la charge d'une famille, sa femme et son bébé. En 1958, au début du mois de septembre, se trouvant alors près de son village natal, le leader nationaliste camerounais s'aperçoit que les militaires sont proches. Mais, la suite n'est pas claire. Selon certaines versions, Ruben Oumniobé, sa famille et ses compagnons, fuyant une fois de plus, seraient tombés nez à nez avec une patrouille. Le leader indépendantiste aurait été abattu en tentant de s'échapper. D'autres sources affirment que les militaires savaient exactement où se trouvaient Niobé et les siens, car il a été trahi par l'un de ses plus proches compagnons, corrompu par des officiers de renseignement français. Ce dernier était absent au moment où Niobé a été assassiné. Son corps est exposé quelque temps plus tard dans le village le plus proche. Après la mort du leader charismatique Ruben Oumniobé, l'administration coloniale française poursuit également les autres indépendantistes en exil, Félix Roland Mounier et d'autres militants qui refusent de soutenir un gouvernement camerounais complètement aux mains des Français. Au début de l'année 1960, dès la proclamation de l'indépendance, on observe des troubles dans certaines régions du pays. Pour Paris, l'assassinat de Oumniobé n'a donc pas abouti à la pacification tant espérée. De nouvelles mesures radicales sont de ce fait envisagées contre Félix Roland Mounier et les autres militants qui continuaient de soutenir la lutte pour une vraie indépendance du Cameroun. Pour Félix Roland Mounier, l'indépendance du Cameroun est une fiction. Pour lui, c'est toujours Paris qui tire les ficelles dans son pays, tant sur le plan politique qu'économique. Mounier est un révolutionnaire intelligent et débordant d'énergie. Il est donc capable d'entraîner beaucoup de gens derrière lui, ce qui inquiète la France. Afin de l'éliminer physiquement, Paris se tourne donc vers les experts de la SDEC, un service de renseignements extérieurs français. Un assassinat politique ne pouvant être décidé qu'au plus haut niveau, Jacques Foccart n'a pas pu y être étranger. Disposant d'un bureau à l'Élysée et s'entretenant régulièrement avec De Gaulle, il jouissait de la pleine confiance de ce dernier et avait donc la possibilité d'ordonner une mesure plus radicale. Au siège du service de renseignements extérieurs français, on apprend que le jeune révolutionnaire camerounais, Félix Roland Mounier, veut se rendre en Suisse. Les agents de service secrets français décident de l'éliminer par empoisonnement différé. C'est-à-dire que Mounier sera empoisonné en Suisse mais ira mourir ailleurs. Pour parvenir à leur fin, ils se servent donc du thallium, une substance qui tue en quelques jours mais ses effets ne se manifestent pas dans l'immédiat. Pour piéger le jeune indépendantiste Mounier, un soi-disant journaliste sympathisant de la cause camerounaise lui offre un dîner dans un restaurant en Suisse. Ce journaliste, qui est en réalité un agent français, verse le poison dans le verre de Mounier alors qu'il était au téléphone. Lorsqu'il revient à table, il ingurgite son verre et la nuit même, il commence à souffrir. Étant un médecin lui-même, il se rend vite compte qu'il a été empoisonné avant de sombrer dans le coma. Le jeune Mounier meurt donc en Suisse et sa mort provoque des troubles en pays bamilékés. Toute la région se soulève et plus de 400 000 bamilékés entrent en résistance contre le pouvoir. La situation devient de plus en plus inquiétante pour le pouvoir camerounais et son tuteur français. L'armée française va donc se livrer à une vraie guerre avec une rare brutalité en région bamiléké, puisque la guerre d'Algérie occultait toutes autres questions. Des villages sont incendiés ou rasés, des personnes torturées à l'eau et exécutées, d'autres, attachées tête à l'envers et balancées, des cadavres exposés sur la place publique pour terroriser ceux qui résistent encore.
le bilan est effrayant. Certains observateurs estiment qu'il y a eu plus de 120 000 Bamileke massacrés. Ce massacre restera pourtant ignoré pendant plusieurs années. Enfin, en 1971, Ernest Ouandié, l'un des pères fondateurs de l'UPC, est publiquement exécuté à Bafoussam. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre attention et n'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir.